Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, les consultants du secteur industriel sont en formation sur le nouveau concept de mise à niveau regroupé instauré dans l'espace UEMOA. Cet outil permettra de relancer la production industrielle pour faire face à la mondialisation de l'économie. Présidentielle ivoirienne, sans surprise, le président Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat avec 94,27% des voix. L'Union européenne prend note de l'annonce des résultats, mais fait part de ses vives préoccupations. Les Américains choisissent leur président aujourd'hui. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden remportera ce scrutin? Les chiffres et enjeux de ce vote crucial en pleine pandémie de Covid-19 à suivre dans cette édition. Et puis sport, football, retour ce mardi de la Ligue européenne des champions. Pour cette troisième journée des matchs de groupe, à suivre d'intéressants duels, dont un Real Madrid-Inter Milan. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année s'est ouverte ce matin à l'Assemblée nationale sous la houlette de la présidente de l'institution, Mme Yawa Dibodi Tchegan. 2 projets de loi sont sur la table de discussion. Le premier est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées. C'est un texte adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Une fois ratifiée, cette loi permettra au Togo de redynamiser l'inclusion sociale des personnes âgées, de renforcer les politiques nationales et programmes de protection sociale en leur faveur. Elle va aussi favoriser la valorisation du potentiel des personnes âgées en vue de leur participation efficace au développement du Togo. Le deuxième projet de loi soumis à l'appréciation des parlementaires autorise la ratification de la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, adoptée le 18 décembre 1990 à New York. Ce texte, après validation, va marquer d'une part la volonté de notre pays à faire de la protection et de la promotion des droits de l'homme le socle du développement et d'autre part à renforcer son arsenal juridique en matière de protection des droits de protection et des droits des travailleurs migrants. Ce texte va permettre aussi à notre pays de bénéficier des appuis techniques et financiers des partenaires au développement. Les travaux qui se déroulent en ce moment connaissent la participation de 2 émissaires du gouvernement, à savoir le ministre porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, en charge des droits de l'homme, et à Jovi Lolognon, à Pédo Anakoma de l'action sociale. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Visite de prise de contact du ministre en charge de la communication, Akoda Ayewadan, était ce matin à la télévision togolaise et à l'Agence nationale de production audiovisuelle ANPA. La rencontre a permis au ministre et sa délégation de prendre connaissance des conditions de travail des agents de ces 2 organes d'État. Il s'est agi également pour le ministre d'encourager le personnel à se mobiliser et à offrir des services de qualité aux Togolais. Akoda Ayewadan, que nous écoutons. Aujourd'hui, j'ai rencontré des hommes et des femmes plutôt engagés, plutôt déterminés dans leur action au quotidien. Je n'ai pas manqué de les féliciter pour leur travail, pour ce qu'ils accomplissent au quotidien en destination de nos populations. Après avoir visité les locaux, sur le point infrastructurel, la TVT est dotée. Il faut regarder le matériel dont dispose la TVT et cela nous impose désormais au ministère de la Communication et à la TVT un travail pour exploiter au mieux ces infrastructures mises à disposition par l'État afin que nos populations puissent percevoir la qualité qu'on peut percevoir lorsqu'on arrive à la TVT. Donc nous sommes conscients de l'exigence de saut qualitatif qui doit être réalisé par la TVT dans sa mission d'information, dans sa mission d'éducation et dans sa mission de divertissement par l'image et le son.
Le ministre a aussi invité la TVT et l'ANPA à collaborer pour la promotion des productions locales. Nous retrouvons le ministre Akoda Ayowadan. Il y a un axe de travail sur lequel nous nous penchons actuellement, c'est la mutualisation des moyens. Notamment, si je prends l'exemple de l'Agence nationale de production audiovisuelle, en lien par exemple avec la TVT, il y a là des pistes qu'il nous faut creuser pour faire en sorte que ces deux départements puissent travailler ensemble. Parce qu'au fond, nous avons des restrictions budgétaires imposées par la situation que vous connaissez. Et nous pensons que ces leviers en termes de mutualisation sont importants pour que nous puissions avancer vite vers la qualité dont nous parlons. L'Agence nationale de production audiovisuelle est une agence qui fait des productions endogènes et ces productions-là sont nécessaires pour pouvoir refléter tout ce que nous avons comme richesse de nos terroirs. Le ministre entend poursuivre la tournée dans d'autres organes de son département. Amener les entreprises togolaises à être compétitives sur le marché international, le Togo s'imprègne de l'expérience béninoise en matière de politique industrielle. C'est à travers un atelier national de formation des consultants sur la mise à niveau groupé du programme de restructuration et de mise à niveau des industries ouvert ce matin à Lomé. Des précisions avec Léontine Atogima. Pendant 2 jours, les consultants togolais vont s'approprier l'expérience béninoise en matière d'innovation majeure apportée au programme de restructuration et de mise à niveau des industries instaurées par l'UMOA et dont la phase pilote est arrivée à terme depuis 2012. Henri Tonato, directeur général du BRMN Bénin. Au cours de ces 2 jours, c'est plus de l'échange sur l'expérience que nous avions eu à faire, nous, de 2016 à 2019. Montrer que cette expérience nécessite moins de ressources, moins de moyens humains et techniques, et que c'est une rationalisation aussi de la méthode par rapport aux contraintes de nos pays qui sont de petits pays avec peu de moyens. Donc on peut atteindre un nombre plus important d'entreprises avec peu de moyens, alors que dans la mise à niveau global, on arrive bien sûr à appuyer des nombres limités d'entreprises, mais en position de compétition à l'international plus facilement. Les résultats probants du concept de mise à niveau groupé au Bénin et au Sénégal rassurent les experts togolais dans leur quête d'adopter également ce nouveau concept pour la relance de la production industrielle. Irène Sagbo-Sodoga, directrice du BRMN Togo. La mise à niveau groupée est plus souple que la mise à niveau globale. Non seulement elle est plus souple, elle est moins onéreuse aussi. Et on met ensemble un groupe d'entreprises que nous accompagnons. Cet outil-là que le MOA met à notre disposition est un outil qui va nous permettre de relever ce défi-là parce que actuellement, nous devons savoir que la compétitivité est un défi incontournable. Avec la pandémie, avec l'ouverture des marchés mondiaux et avec le secteur privé qui est sollicité à 75% pour la réalisation du PND, il va falloir rendre nos entreprises compétitives. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face à ce marché de concurrence rude. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Germain Meba, compte sur la réussite de cet atelier afin d'apporter un ouf de soulagement aux PME-PMI confrontés à de rudes épreuves en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Merci à vous, Léontine Atogima. Les membres de la CNDH et le personnel se forment depuis ce matin à Lomé sur le fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture. Cette formation leur permettra d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission. Les détails avec Marie-Claire Pagnot. Au cours de cet atelier de 3 jours, les participants seront amenés à maîtriser les connaissances d'ordre technique et professionnel en matière de visite des lieux de privation de liberté, s'approprier les méthodes de rédaction des rapports issus de ces visites et le système de suivi-évaluation des recommandations auxquelles les membres et le personnel de la CNDH doivent se familiariser. Sanvi Ohini Lionel, président de la sous-commission de prévention de la torture. Ça fait plus d'une année que la CNDH est déjà sur le terrain pour travailler sur ce mécanisme-là. Vu l'importance du sujet, que nous nous retrouvons régulièrement pour revisiter les principes qui guident le fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture qui a été mis en place par l'OPCAT, qui est le protocole facultatif des Nations Unies à la Convention contre la torture. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous retrouvons aujourd'hui pour perfectionner, pour professionnaliser davantage le fonctionnement de toute l'équipe de la CNDH à qui la loi a confié ce mécanisme-là.
Cette formation sera suivie de visites des lieux de privation de liberté dans la partie septentrionale du Togo. Le président de la sous-commission de prévention de la torture explique le bien fondé de cette démarche. Conformément à l'article 1er du protocole, c'est un système de visite régulière et inopinée des lieux de privation de liberté. La philosophie qui est derrière, c'est que plus on visite ces lieux-là et plus on diminue les chances d'abus et d'actes de torture ou de sévices. Vous savez que c'est des lieux clos. Il peut s'y passer des choses pas très bonnes. Mais à force de visiter ces lieux, à force de mettre de la lumière, une torche sur ces lieux-là, cela peut permettre d'éviter un certain nombre de choses. Pendant 3 jours, les participants auront à aborder plusieurs thématiques, notamment les techniques de planification des visites des lieux de privation de liberté et les techniques d'investigation et de rédaction des rapports sur les cas de torture. Marie-Claire Pagnot, les élèves de l'école primaire publique de Mélancourt, dans la commune de Lac 2, ont effectué leur entrée dans un nouveau bâtiment. Le joyau inauguré hier est un dos du parti politique Bâtir. C'est un reportage de Yakoubou Wahabou présenté par Charlotte Ahar. Ce don de bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine Bâtir vient à point nommé en cette période de crise sanitaire. Ce nouveau bâtiment est composé de 3 classes d'une direction et de sanitaires. Selon le directeur de l'EPP Mélancourt, Nronfou Yaovi, ce don vient améliorer les conditions de travail des élèves. Dieu merci, nous sommes rentrés en possession du joyau et nous en sommes fiers parce que bien sûr qu'on a souffert l'année passée. Les infrastructures étaient précaires. C'est la fin des calvaires. Nous disons merci pour pouvoir obtenir plus. On n'aura plus de classes sous les arbres, sous la pluie et autres. Donc tout ce que je peux dire au parti Bâtir, c'est merci, un grand merci. Je promets un bon travail. L'école est créée en 1967, une petite école qui est devenue aujourd'hui une grande école de 2 groupes avec près de 600 élèves. Pour la vice-présidente du parti politique Bâtir Bebléou, Maoudeka Sokeo, ce don s'inscrit dans la vision du parti qui veut offrir une éducation de qualité pour tous. Le parti politique Bâtir s'est assigné comme objectif de faire la politique autrement en posant des actes concrets sur le terrain. L'une des idéologies que prône le parti est de contribuer à l'essor de l'éducation dans notre pays. Durant l'année académique 2019-2020, les apprenants de 3 salles de classe au sein de l'EPP Mélancourt étaient restés sous les arbres et exposés à toutes les intempéries. Ayant été sollicité, le parti politique Bâtir a répondu d'urgence en construisant un bâtiment scolaire de 3 classes. Le coût total de cette réalisation s'élève à hauteur de plus de 30 millions, financé entièrement par le parti politique Bâtir sous l'impulsion de la présidente fondatrice. Cette réalisation n'est pas un aboutissement des projets de Bâtir, mais un pas de plus franchi dans l'exécution de nos projets, qui est de laisser des empreintes dans les différents coins de notre beau pays, le Togo. Le journal Bénédicte Kanda. Nous passons à l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a été réélu pour un 3e mandat. Selon les résultats proclamés par la commission électorale indépendante ce matin, Alassane Ouattara a obtenu 94,27% des voix. Pascal Afin-Guesson et Henri Conan-Bédier, qui ont boycotté le scrutin mais n'avaient pas retiré formellement leur candidature, sont crédités respectivement de 0,99% et 1,66%. Quadio Conan-Bertan obtient 1,99% selon ses chiffres officiels. Le point avec Laure Abi. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. C'est ce qu'a déclaré le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibert, après avoir lu les scores. Le taux de participation s'élève à 53,90%, alors que le scrutin de samedi avait été émaillé d'incidents et de violences. La CEI a désormais 3 jours pour transmettre ses résultats au Conseil constitutionnel, qui a 7 jours pour les valider. La nuit d'attente a aussi été une nuit de tension. Selon le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Maurice Kakou-Gukawe, des détonations ont été brièvement entendues en fin de soirée près des résidences de différents leaders de l'opposition, Henri Conan-Bédier, Pascal Afin-Nguessan, Albert Touakeuse, Mabri Assoa
Adou. Les opposants établissent un lien entre ces détonations et la création hier soir par l'opposition d'un Conseil national de transition qui devra, disent-ils, préparer le cadre d'élections présidentielles justes, transparentes et inclusives et convoquer des assises pour la réconciliation nationale. Alassane Ouattara avait été élu une première fois en 2010, puis réélu en 2015. En mars dernier, il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas avant de changer d'avis en août après le décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Laure Abiyi, par ailleurs, concernant toujours la Côte d'Ivoire, l'Union européenne estime que l'absence de consensus sur le cadre électoral a fracturé le pays. L'UE relève les très fortes disparités du taux de participation dans les différentes régions du pays, comme l'ont souligné plusieurs missions d'observation électorale présentes sur place. L'Union européenne exprime sa vive préoccupation concernant les tensions, les provocations et les incitations à la haine qui ont prévalu et continuent de subsister dans le pays autour de ce scrutin. Les violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes et en ont blessé de nombreuses doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais. L'UE attend de l'ensemble des parties prenantes qu'elles prennent l'initiative en faveur d'un apaisement du climat et d'une reprise du dialogue. Présidentielle aux États-Unis, les Américains votent ce mardi pour élire leur président. Donald Trump va-t-il être reconduit pour 4 années supplémentaires à la Maison-Blanche ou va-t-il céder sa place à Joe Biden, le favori des sondages? Des sondages qui avaient prédit il y a 4 ans la victoire d'Hillary Clinton. Les sondages vont-ils encore se tromper? Analyse avec Edouard Sonon. Oui, le 9 novembre 2016, contre toute attente, Donald Trump était élu à la présidence des États-Unis en recueillant pourtant plus de 2 millions de voix de moins que sa rivale démocrate. Mais dans le système électoral américain, ce qui compte, c'est de remporter la majorité des grands électeurs. Donald Trump en avait obtenu 306, Hillary Clinton 232. Le collège électoral américain compte au total 532 membres répartis dans 50 États. Celui qui rafle la majorité des 270 grands électeurs est élu à la Maison-Blanche. Certains États pèsent lourd dans la balance. La Californie compte à elle seule 55 grands électeurs. On peut citer aussi le Texas, l'État de New York, la Floride, la Pennsylvanie et l'Illinois. L'autre particularité de ces élections américaines, ce sont les swing states, les États pivots indécis qui n'ont pas véritablement d'étiquette politique, qui peuvent changer de couleur d'une élection à une autre et qui décident souvent du sort du scrutin. Parmi les États pivots, il y a la Floride, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, l'Arizona, la Géorgie, l'Iowa, l'Ohio ou le Texas. Ces élections se déroulent dans le contexte inédit de la pandémie qui a fait près de 230 000 morts aux États-Unis et plongé le pays dans une récession historique. Outre la crise sanitaire et économique, cette campagne électorale a été marquée par les tensions raciales après la mort de George Floyd et d'autres Afro-Américains. Edouard Sonon, quelle a été la répartition des votes en 2016 par population? Bénédicte, en 2016, le vote des minorités s'était majoritairement porté sur la candidate démocrate, notamment le vote des électeurs noirs qui avaient opté à 88% pour Hillary Clinton, alors que les électeurs blancs avaient été 58% à voter pour Donald Trump. Concernant les votes par âge, les plus de 45 ans et les plus de 65 ans avaient voté majoritairement pour le candidat républicain, tandis que les plus jeunes, les 18-29 ans, et les 30-44 ans avaient voté pour les démocrates. Le vote selon le sexe, Hillary Clinton avait remporté le vote des femmes et Donald Trump celui des hommes. Enfin, le taux de participation sera l'un des grands enjeux de ces élections. Depuis 20 ans, il se situe en moyenne autour des 55%, un taux qui pourrait augmenter cette année vu l'importance du vote par correspondance.
Sport, football pour terminer, les matchs au programme de la 3e journée des phases de groupe de la Ligue européenne des champions, le nouveau défi d'Asamoah Gyan au Ghana et les performances de certains joueurs togolais en club à quelques jours de la double confrontation contre l'Égypte constituent le menu de la page des sports. Des précisions avec Sibi Lawson. Gilles Sounou était présent à la pointe de l'attaque de Châteauroux le week-end écoulé pour la réception de Nancy, comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 2 française. 2-1 pour Nancy. Si Sounou était présent, cela n'a pas été le cas de l'autre Togolais du club, Razak Boukari. Souvent fragilisé par les blessures, le joueur était absent au cours de la rencontre. Victoire 1-0 de Zeta FK lors de la 11e journée de la Fest League monténégrine. Titulaire avec Zeta, Elom Nyavedji était à l'origine du seul but de la partie. Nyavedji cette saison compte 4 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Passe décisive également pour Étienne Amenido lors de la 6e journée du championnat de 2e division allemande. Victoire 2-1 d'Osnabrück. Le Togolais s'est donc bien illustré avec la passe à son coéquipier pour le second but d'Osnabrück. Le capitaine des éperviers Jen Dakonam et son club Getafe ont partagé le week-end passé les points avec Valence lors du 8e acte de la Liga espagnole. Dakonam a commis un penalty et est coupé d'un carton jaune au cours de la rencontre. Pour leur part, Agbozo Clousset et Olufade James ont trouvé un nouveau point de chute. Le premier, à 26 ans, s'est engagé avec l'Olympique de Béja en première division tunisienne pour 3 ans. Formé au centre de Swallows, c'est la première fois qu'Agbozo Clousset signe un contrat hors du pays. Le second, Olufade James, a paraphé un contrat de 3 ans au Bahreïn avec le Manama FC. Parlons toujours transfert, mais cette fois-ci au Ghana avec le retour au pays d'Asamoah Gyan. Le meilleur buteur de l'histoire des Black Stars et meilleur buteur africain à la Coupe du Monde s'est engagé avec Legon City FC pour 1 an. Un retour aux sources 17 ans après pour Gyan qui a traîné sa bosse entre autres en Italie, en France et en Angleterre. Terminons avec les matchs au programme ce soir de la Ligue des Champions. En mauvaise posture dans le groupe B avec une défaite et un nul, les hommes de Zinedine Zidane affrontent à domicile l'Inter Milan privé de Romelu Lukaku blessé aux adducteurs. Pour Zidane, chaque match est une finale au Real. Pour le reste, Shakhtar Donetsk sera face à Mönchengladbach, Lokomotiv Moscou défie Atlético de Madrid, Manchester City attend de pied ferme Olympiakos, Porto est au révélateur de Marseille, Salzbourg réserve son cadre au Bayern Munich, Ajax rend visite à Midtjylland, enfin Atalanta croise Liverpool. Merci à vous, Sibyl Lawson. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rubrique sensibilisation sur le coronavirus pour nous séparer. La lutte se poursuit dans les pays pour améliorer la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Au Togo, les essais cliniques des phytoproduits trouvés pour booster l'immunité de l'organisme continuent. Alice Berthe Barandao nous en parle dans ce numéro de la rubrique sensibilisation. Depuis son apparition en décembre 2019 jusqu'à nos jours, le coronavirus continue d'être l'objet de toutes les recherches scientifiques. Des équipes de communauté médicale travaillent sur plusieurs pistes de recherche avec une grande ampleur. Des initiatives nationales et mondiales de recherche se poursuivent pour améliorer le diagnostic, la prise en charge ou pour prévenir la maladie. Innocent Keto, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, nous en parle. Voilà un nouveau virus qui apparaît, qui fait des ravages et nous n'avons pas de médicaments disponibles et nous n'étions pas préparés suffisamment. Et voilà, ça fait bientôt 11 mois qu'on est dans la gestion de cette crise et vous imaginez l'ampleur et les dégâts que ce virus a fait dans les grands pays. Vous pourrez imaginer la mobilisation au niveau mondial qui a été celle des laboratoires pharmaceutiques, des chercheurs du monde entier pour trouver un remède. Mais force est de constater qu'au bout de 11 mois, on n'a rien de probant. Mais il y a des efforts qui sont faits. Alors, parlez-nous des efforts de recherche au Togo.
Au Togo, il y a cette initiative louable des chercheurs de l'Université de Lomé qui ont entrepris de voir sur nos ressources naturelles qu'est-ce qui pourrait être trouvé pour permettre du moins à l'organisme d'être boosté, parce que vous savez que l'Université de Lomé aussi accumule beaucoup de recherches sur nos plantes et il y avait quand même des pistes sur certaines de ces plantes, de ces substances naturelles qui ont des propriétés de renforcement du système immunitaire. Ces résultats-là qui ont été utilisés, mais aussi l'apport des tradithérapeutes qui ont amené leurs candidats médicaments, ce qu'ils utilisent déjà, qui selon eux ont des résultats, et ils ont voulu amener ça à la lumière. Et je crois que le coronavirus a permis également cette collaboration entre les tradithérapeutes et le monde scientifique. Et sur cette base-là, aujourd'hui, ces chercheurs ont annoncé avoir retenu 4 médicaments et ces candidats-là sont en cours de tests sur les humains pour voir ce que ça donnera. Donc c'est quand même quelque chose d'appréciable, mais n'allons pas vite en besogne. Il n'y a pas encore de médicaments trouvés. Il y a beaucoup de fonds qui sont investis, beaucoup d'engagement des chercheurs, mais pour l'instant, nous n'avons pas une solution radicale. Donc tout ce qui nous reste, c'est de continuer à nous protéger individuellement, à garder les distances, à avoir les réflexes de lavage de mains, tout et tout, et à porter tout le temps ce masque-là qui nous masque réellement le visage parce qu'on ne se reconnaît plus, qui devient bouche-nez pour certains. Vraiment, nous devons continuer de respecter les mesures barrières puisque les phytoproduits trouvés ne tuent pas le virus du corona, mais boostent notre système immunitaire. Oui, c'est l'objectif, en tout cas ce qui est visé, c'est de trouver des remèdes qui aideraient l'organisme à renforcer son système immunitaire. On n'a pas trouvé ici des molécules qui agiraient directement sur le virus, qui élimineraient le virus. C'est tout ce qu'on peut faire pour aider l'organisme à se renforcer. Et donc nous devons attendre que ce travail scientifique se fasse pour qu'on voit si au bout les résultats sont concluants. Nous sommes dans une guerre sanitaire contre le coronavirus. C'est par le respect scrupuleux des gestes barrières qu'on pourra mieux se parer contre ce virus hautement et rapidement contagieux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg